Donc, merci à tous qui êtes là, qui assistez au webinaire en présentiel ou via votre ordinateur. Donc, moi, je m'appelle Thomas Rosen, je suis expert comptable. En fait, j'ai créé mon cabinet, donc je sais ce que c'est que créer une activité, créer une entreprise. Je sais, c'est un marathon, c'est un parcours du combattant, on a des obstacles à surmonter. Et donc, je sais ce que c'est en fait. Je sais ce que ça demande et je sais qu'il faut tenir la distance, s'adapter. Et voilà, je connais à peu près la situation que vous, en tant qu'entrepreneur, vous pouvez connaître de votre côté. Alors, je suis expert comptable, mais je me suis également formé au coaching et à la PNL. Et en plus de mon métier, j'ai coaché un certain nombre de personnes sur des problématiques personnelles ou professionnelles. Et on me demande souvent, mais quel est le rapport entre l'expertise comptable et le coaching? Les gens sont souvent surpris. Et dans les deux cas, en fait, on a une notion d'accompagnement. C'est-à-dire, en tant que coach, j'accompagne les gens, je les soutiens, je les aide à développer leurs ressources pour qu'ils atteignent leurs objectifs. En tant qu'expert comptable, j'accompagne mes clients en leur conseils, leur donnant des informations et en les tenant informés de l'évolution de la législation. Dans tous les cas, dans les deux cas, on est dans une notion d'accompagnement. Et donc, c'est le côté humain que j'aime. Donc, cette conférence, je l'ai intitulée Mon mental, ma réussite. Euh, et juste, est-ce qu'on peut changer l'écran? Est-ce que je peux juste me voir? Parce que là, je me suis juste un peu. Ça fait bizarre. Si moi, je peux me voir juste un peu. Épinglé. Voilà. Ok, okay, c'est bon. Désolé, petite intervention technique. Donc, on va parler de psychologie positive et de PNL. On va commencer par voir le processus d'atteinte de son objectif. Ensuite, on va voir quelques techniques pour renforcer son mental. Et puis, on va finir par voir comment on peut avoir de la chance. Parce que la chance provoque. On va tout d'abord parler de psychologie positive. Je vais vous présenter la discipline. Ça a été créé à la fin des années 90 par Martin Seligman. Mais ça a un véritable rayonnement grâce au cours de Tal Ben-Shahar, qui était professeur de psychologie positive à Harvard. Et son cours est devenu le cours le plus populaire d'Harvard. Plus populaire que le cours qui était avant le cours d'initiation à l'économie, parce que lui, il explique de la manière suivante: avant d'être riche, les étudiants à Harvard veulent être heureux. Et c'est intéressant, la psychologie positive, parce que c'est une approche différente de la psychologie traditionnelle. D'habitude, la psychologie, c'est pourquoi les gens vont mal, pourquoi ils sont en dépression, pourquoi ils sont en situation d'échec. Alors que la psychologie positive, c'est l'étude inverse. On va étudier les gens qui sont le plus heureux, les gens qui réussissent le mieux, et essayer de comprendre quelles sont les stratégies qu'ils mettent en place pour y arriver. Pour vous donner une idée, entre 1967 et 2000, il y avait sur le nombre d'études, il y avait 5 000 sur la colère, 41 000 sur l'anxiété, 54 000 sur la dépression. Alors que 400 sur la joie, 2 000 sur le bonheur et 2 500 sur la vie. Donc on est vraiment dans une approche complètement différente, on est dans un ratio de 20 pour 1. Maintenant, il faut préciser quelque chose, c'est que la psychologie positive, ce n'est pas la pensée positive. Ça n'empêche pas de se sentir découragé, ça n'empêche pas de se sentir triste, ça n'empêche pas de se sentir déprimé ou abattu. Ça, c'est normal. Il faut bien comprendre que ça fait partie de la nature humaine. On est comme ça et c'est comme la gravité. La psychologie positive n'empêche pas de passer par ces moments difficiles, mais en revanche, c'est comme un fort système immunitaire. Ça permet d'être malade moins souvent et quand on est malade, on se rétablit plus vite. Et je trouve que la métaphore n'est pas trop mal en ces périodes troubles de Covid. En ce qui concerne la psychologie, la PNL, donc c'est la programmation neuro-linguistique, qui a été créée dans les années 70 par John Grinder, professeur de linguistique, et Richard Bandler, qui est mathématicien et psychologue. Et en fait, ce qu'ils ont fait à l'époque, c'est qu'ils ont modélisé les grands thérapeutes comme Milton Erickson pour l'hypnose, Fritz Perls pour la Gestalt thérapie, et également Virginia Satir du Mental Research Institute pour les thérapies familiales, qu'on connaît plutôt sous le nom de l'école de Palo Alto. Et donc, ils ont en fait modélisé, ils ont vu leur manière de faire et ils ont déterminé un certain nombre de techniques pour créer une discipline très utilisée en coaching et en développement personnel, alors, que ce soit pour des problématiques personnelles, managériales ou même les sportifs de haut niveau. Et en fait, ça analyse comment la pensée, donc le neuro et la linguistique, les mots, les termes qu'on emploie affectent notre comportement, nos stratégies et nos résultats. On va commencer par la première partie, le processus d'atteinte de l'objectif, et on va voir. Je suis désolée. Ouais, il y a des personnes en fait qui sont très. Ah, bah, bien. Il faut les accepter. En fait, je sais pas pourquoi ça. Il faut me redonner.
Parce que sinon, je ne peux pas accepter les gens à votre place. Bah, vas-y, vas-y. Hop, voilà, c'est bon, je suis désolée. On est bon? Je vous embête. Ça marche. Non, il n'y a pas de souci. Alors, on va voir en fait la première chose, ce qui est à la base de tout, c'est les croyances. Parce que si vous avez lancé votre entreprise, c'est que vous avez la croyance qu'il y a quelque chose à faire, qu'il y a un projet qui peut réussir, et c'est ça déjà qui vous a lancé. On va voir l'impact des croyances sur la réalité. On va parler d'une première expérience. C'est une expérience qui a été faite en 1979 par une professeure de psychologie d'Harvard qui s'appelle Ellen Langer. Elle a emmené un groupe d'hommes d'un certain âge, on va dire, âgés d'environ 80 ans, et elle les a emmenés dans un monastère pendant une semaine. Sauf qu'avec son équipe, elle avait complètement rénové les lieux et recréé l'ambiance telle qu'elle était il y a 20 ans. L'expérience était en 1979. Donc, ils ont recréé l'ambiance, la vie telle qu'elle était en 1959. Donc, il y avait de la musique jouée il y a 20 ans auparavant, des magazines, ils écoutaient, ils regardaient la télévision avec les films de l'époque, ils discutaient avec les membres de l'équipe de psychologues de l'actualité, comme Fidel Castro qui entre à la Havane, comme le championnat de la NFL, du football américain de l'époque. Ils devaient eux-mêmes parler et se comporter comme s'ils avaient 20 ans de moins. Et également, il n'y avait pas de photos d'eux, il n'y avait pas de miroir, il y avait juste des photos d'eux. Et ils devaient donc recréer, revivre comme s'ils avaient 20 ans de moins. Et au bout d'une semaine, en une semaine, ils ont complètement changé. La masse musculaire avait augmenté, ils étaient plus autonomes, ils avaient une plus grande vivacité d'esprit, ils avaient une meilleure vue, une meilleure audition, et avec le temps, la longueur des doigts diminue, et là, la longueur des doigts avait augmenté. Pourquoi? Parce que leur esprit s'était replongé comme s'ils avaient 20 ans de moins, et qu'il y a eu un impact effectif sur leur corps. C'est ce qu'on appelle the mind-body connection, le lien entre le corps et la croyance, le corps et l'esprit. Cette expérience a été connue sous le nom de counterclockwise study, c'est-à-dire l'étude dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. En gros, c'est retour vers le futur. Ça, c'est une premier exemple de l'impact des croyances sur notre réalité. Deuxième exemple, c'est une expérience qui a été faite en 1964 par Robert Rosenthal. Il est professeur de psychologie à l'université de Californie Riverside. Et en 1964, il va dans une école de San Francisco, dans un quartier défavorisé. Et il arrive avec son équipe et il dit, voilà, au corps professoral, voilà, moi, j'ai un test qui a été fait à Harvard et qui permet de déterminer qui parmi vos élèves sont les meilleurs. Et donc, on va faire le test et vous allez voir, je vais vous indiquer quels sont ceux qui ont le plus gros potentiel et qui vont devenir effectivement meilleurs que les autres. Il fait passer le test à tous les élèves, donc les élèves entre 6 et 10 ans. En fait, c'est un test de QI classique. Et avec les résultats, il va le mettre complètement de côté, il ne va pas s'en servir. Et il va désigner les élèves complètement au hasard. Il va en désigner 5 par classe, complètement de manière aléatoire. Il désigne les élèves au professeur. Les élèves ne savent pas qu'ils ont été désignés, les professeurs ne leur disent pas. Et l'année se passe. Il revient, et les élèves qu'il a désignés sont effectivement devenus meilleurs que les autres. Ils leur ont refait passer le test, ils avaient progressé davantage, ils avaient vraiment une progression significativement meilleure que les autres élèves. Pourquoi? Parce qu'en désignant les élèves de manière complètement aléatoire, mais en désignant les élèves aux professeurs, les professeurs avaient acquis la croyance qu'effectivement, ces élèves étaient meilleurs que les autres. Et ayant cette croyance, dans leur manière de communiquer avec ces élèves, ils ont communiqué la croyance qu'ils étaient effectivement bons. Et ils sont devenus effectivement parmi les meilleurs. C'est ce qu'on appelle une prophétie autoréalisatrice ou encore l'effet Pygmalion. Et ça a été testé en entreprise, c'est pareil. Si vous transmettez à vos collaborateurs, vous avez la croyance, vous avez une croyance forte dans leur potentiel, ils deviennent effectivement meilleurs. Et donc, alors je ne sais pas si on voit bien. Ouais. Donc, en fait, ici, on a les croyances, OK? Et on a vu, dans le cas de l'école avec Robert Rosenthal, que ça a un impact sur les performances, sur les résultats. Et donc, ce qu'il y a ici, entre les deux, on a deux choses. On a la motivation, parce que là, si on a une croyance que les choses peuvent réussir, qu'un projet peut effectivement être couronné de succès, alors ça va nous inciter effectivement à agir. On a également un besoin de cohérence, c'est-à-dire que notre esprit
Votre esprit n'aime pas quand il y a ce qu'on appelle une dissonance cognitive, c'est-à-dire qu'il y a une différence, un décalage entre ce que je crois être possible et la réalité. Dans les années 50, les médecins disaient qu'il était impossible de courir 1 mile, c'est-à-dire 1,6 km, en moins de 4 minutes. Compte tenu de la constitution du corps humain, c'est impossible. Il y a un étudiant en médecine de l'époque, étudiant en médecine à Oxford, également athlète de haut niveau, qui s'appelle Roger Bannister. Il a participé aux Jeux Olympiques d'Helsinki en 1952, qui lui croyait que c'était possible. Et donc, malgré cette croyance, donc, il s'est entraîné, et il s'est rapproché donc, des 4 minutes, 4 minutes 2, 4 minutes 1. Et le 6 juin 1954, il est passé sous la barre des 4 minutes, 3 minutes 59, 4 dixièmes. C'était un tel choc, pour vous dire, c'est-à-dire que la séance à la Chambre des communes, au Parlement anglais, s'est arrêtée, tellement ça a été un choc. Pourquoi? Parce que lui, il croyait que c'était possible, et que vu que ça n'existait pas dans la réalité, mais dans sa croyance, il a travaillé pour faire advenir sa croyance dans la réalité. Alors, maintenant, la croyance, OK, la motivation, OK, ça nous incite à agir, mais bien souvent, les performances, surtout au début, ne sont pas à la hauteur de nos attentes. Tout simplement parce qu'on n'a pas encore l'expérience, on peut faire des erreurs, on a des échecs, on peut se planter, et donc, une fois qu'on a le résultat, l'étape suivante, c'est l'interprétation. On va donc interpréter le résultat. Quand le résultat n'est pas à la hauteur de nos attentes, il y a deux manières de réagir. Soit on se dit, je ne suis pas fait pour ça, parfois on se dit, putain, je suis nul. Okay. Soit on se dit, OK, c'est pas encore ça. Il y a probablement des choses que je n'ai pas fait correctement, mais je crois que j'ai quand même le potentiel pour réussir. Alors, je vais réfléchir, je vais trouver une autre manière de faire et je vais progresser. Et si je me dis ça, je renforce mes croyances. Si j'interprète en me disant que malgré tout, j'ai le potentiel et que j'accepte d'avoir fait une erreur, mais que je me dis que je vais trouver une meilleure manière de faire, je renforce mes croyances. OK. Et je voudrais insister sur un point. Il y a ce qu'on appelle moi j'appelle le piège ontologique. C'est attention au, alors je vais écrire en petit, désolé, le je suis. OK? Le je suis nul, je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas fait pour faire ça. Pourquoi? Parce que je suis, ça a trait à notre identité. Je suis comme ça fait partie de moi et ça ne sert à rien de changer, c'est dans mes gènes, je n'y arrive pas. Donc, formuler le je suis est extrêmement dangereux parce que vous l'intégrez dans ce que vous êtes et ce sera figé pour le reste du temps. Alors que si vous vous dites, OK, jusqu'à présent, ça n'a pas marché comme j'ai voulu, ou alors je n'ai peut-être pas investi suffisamment de temps, c'est différent. Ça laisse ouvert, ça laisse les potentialités de développement ouvertes. Donc, la manière dont on l'interprète, la manière dont vous allez raisonner va avoir un impact sur l'ensemble du projet, sur les croyances et sur votre réussite. Et vous avez remarqué, à chaque fois je dis, le résultat n'est pas à la hauteur de mes attentes. Okay? Je n'ai pas dit, j'ai de mauvais résultats. Vous voyez que rien que la formulation donne déjà une perspective différente. Et j'aurais pu même dire, vous voyez que les résultats ne sont pas assez bons. Okay? Un même résultat, mais deux interprétations différentes. Je vais illustrer ça par une histoire que j'aime beaucoup et vous allez voir l'importance de l'interprétation et l'importance des échecs. C'est une histoire donc, sur Thomas Edison, qui a été un des plus grands inventeurs qui existent. Il a déposé plus de 1000 brevets. C'est lui qui a fondé la société GE, General Electric. Et à la fin du 19e siècle, la communauté scientifique essayait depuis de très nombreuses années de produire de la lumière à partir de l'électricité. C'était les débuts, la recherche de l'ampoule électrique. Et un journaliste, un jour, qui est allé voir Thomas Edison et qui lui a dit ça fait des années que la communauté scientifique essaye de faire de l'électricité de la lumière à partir de l'électricité. Vous voyez bien que ça ne marche pas. Vous-même, vous avez fait 5000 tentatives et vous avez échoué 5000 fois. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il est temps d'arrêter? Et Thomas Edison dit, excusez-moi, je n'ai pas échoué 5000 fois. J'ai réussi 5000 fois. J'ai réussi à montrer ce qui ne marche pas. Un même résultat
c'est-à-dire 5000 tentatives qui n'ont pas abouti, mais 2 interprétations différentes. J'ai 5000 échecs, mais donc j'ai échoué 5000 fois, donc globalement, sous-entendu, j'ai échoué. Ou alors, OK, j'ai montré ce qui ne marche pas, mais ce qui ne marche pas, ce sont des erreurs, des échecs qui vont m'amener vers la réussite. Et d'ailleurs, ce n'est pas 5000 expériences dont aura besoin Thomas Edison, c'est de 10 000 expériences pour atteindre son objectif et créer l'ampoule électrique. Pardon. Et Thomas Edison disait, excusez-moi, c'est en anglais, mais I failed my way to success. C'est par l'échec que je suis arrivé au succès. Et ça, c'est une notion très importante. Ce sont les erreurs et, entre guillemets, les échecs. Ça fait partie du processus de réussite. Tal Ben-Shahar le dit tel quel à ses étudiants. Learn to fail or fail to learn. Apprenez à échouer ou échouez à apprendre. Il n'y a pas de secret. Ce n'est pas un hasard si les plus grands hommes d'affaires, les plus grands hommes politiques, les plus grands sportifs, les plus grands scientifiques ont connu beaucoup d'échecs. Ça fait partie du processus, c'est normal, et vous allez voir, c'est comme ça qu'on progresse. Et il le dit lui-même à ses étudiants. Et il estime que si les étudiants d'Harvard ne sont pas assez heureux, c'est parce qu'ils n'ont pas été assez confrontés à l'échec. Jusqu'à présent, ils étaient d'excellents élèves, et ils n'ont pas rencontré de difficultés pendant leur parcours. Et à partir du moment où les difficultés arrivent, ils sont traumatisés. Et il leur dit donc, je vous souhaite d'échouer. Je vous souhaite d'échouer encore plus, parce que si vous n'échouez pas, ça veut dire que vous n'essayez pas au maximum de vos capacités, et ça veut dire que vous ne prenez pas de risques. Ceux qui réussissent ne réduisent pas leurs attentes. Ils fixent des objectifs élevés, et ils savent très bien que dans le processus pour les atteindre, ils savent très bien qu'ils vont beaucoup échouer, mais ils savent également qu'ils vont beaucoup apprendre. Et donc, ce n'est pas un hasard. Et si vous créez votre entreprise, vous allez probablement passer par ces moments-là, et c'est normal. Ça fait partie du processus. C'est paradoxal, mais c'est par l'échec qu'on avance. Thomas Edison, I failed my way to success. 2 citations. Mais il y a quelque chose de plus subtil, c'est le facteur culturel en Europe. Facteur culturel. En Europe, l'échec, c'est très grave. Si en sortant de l'université, vous loupez votre coup, cela vous suit toute votre vie. Alors qu'en Amérique, dans la Silicon Valley, on passe son temps à échouer. Quand on se casse la figure, on se relève et on recommence. Steve Jobs à la télévision française en 1984. Une autre citation. Le problème du modèle français, c'est qu'il ne laisse pas de chance à l'échec, alors qu'il est au cœur du progrès. Chez Technicolor, nous avons monté 3 startups. Nous savions que 2 d'entre elles étaient vouées à l'échec. Ce n'est pas grave. Il faut accepter d'essayer et de ne pas réussir. L'échec doit être au cœur du management d'une boîte. Je cherche des managers qui ont raté des choses dans leur vie et qui ont appris de leur échec. J'ai moi-même raté beaucoup de choses. Je ne regrette rien. Frédéric Rose, PDG de Technicolor de 2008 à 2019. Et enfin, avant de poursuivre, juste une petite histoire. C'est un enfant qui demande à son grand-père, « Grand-père, comment se fait-il que tu sois aussi sage ?» Le grand-père lui dit, c'est parce que j'ai un bon jugement. D'accord, mais comment se fait-il que tu as un bon jugement? Parce que j'ai de l'expérience, beaucoup d'expérience. Mais alors, comment se fait-il que tu aies beaucoup d'expérience? C'est parce que j'ai eu beaucoup de mauvais jugements. Donc, dans le processus, la croyance, à la base de tout, qui nous entraîne, qui nous donne la motivation et l'envie de faire exister notre projet dans la réalité, de créer quelque chose, de créer notre entreprise. On agit, on essaie, on tente quelque chose, on a un résultat qui n'est pas forcément à la hauteur de nos attentes, on interprète, ok, je pense que j'ai le potentiel, si j'ai la croyance que c'est possible, alors je peux le faire, je vais trouver une autre manière et je vais faire mieux la prochaine fois, et ainsi de suite. Okay. Mais dans le processus, il y a quelque chose d'essentiel, très important, c'est le feedback. Notion clé en
En PNL, un des principes, c'est de dire il n'y a pas d'échec, il n'y a que des feedbacks. C'est quoi un feedback? Quand j'agis, quand je lance une action, quand je tente quelque chose, j'ai un résultat. Okay, ce n'est pas forcément un échec. Le résultat, le retour me dit qu'est-ce qu'il faut que j'ajuste ce que j'ai fait ou pas. C'est comme sur les champs de bataille. Quand vous tirez, il y a quelques siècles, vous tirez avec un boulet de canon, il y avait des gens qui étaient chargés de regarder où le boulet atterrissait pour dire à l'artilleur, OK, plus à gauche, plus à droite, qui l'orientait. Et un feedback, c'est comme ça. Vous allez faire quelque chose, probablement que vous n'allez pas atteindre votre objectif partiellement, et ça va vous donner une information sur comment corriger le tir pour la fois suivante. C'est très utile quand les choses ne se sont pas passées comme avec votre client, ou avec un client, avec un prospect. Et c'est vraiment important d'aller demander du feedback, parce que cette information de l'impact de votre action, vous n'avez pas forcément. Il faut faire la démarche d'aller chercher cette information. Ce n'est pas toujours agréable, parce que quand les choses ne se sont pas passées comme on le souhaitait, eh ben, on va aller voir le client pour qu'il nous dise quelles erreurs on a commises. Ce n'est pas agréable, mais il faut savoir que, tout le monde fait des erreurs, c'est normal, comme on l'a vu, c'était partie du processus. Et deuxièmement, ça va changer l'image que vous avez de vous-même. Parce que si vous allez voir un client et que vous êtes prêt à entendre ses récriminations et ses déceptions, alors vous allez avoir l'image de vous-même comme quoi vous êtes suffisamment solide pour encaisser ça. Et vous allez voir que vous entendez ça, mais vous continuez à avancer malgré tout. Et donc, vous allez changer la conception que vous avez de vous-même et vous allez augmenter votre confiance en vous. Donc, pour qu'un feedback soit vraiment utile, il faut tout d'abord demander à votre client ou à votre prospect d'être factuel. Un client qui vous dit ça n'a pas convenu, j'aurais voulu que ça aille plus vite. Ok, c'est quoi plus vite? Plus vite, ça dépend. Plus vite pour moi, c'est pas plus vite pour vous, c'est très subjectif. Donc demandez-lui d'être factuel. Ok, plus vite. Mais c'est quoi plus vite pour toi? Pour moi, plus vite, c'est en 48 heures. Ok. Mon client avait une attente pour que le travail, la livraison, peu importe, soit faite en 48 heures. J'ai cette information. Ok. Maintenant, c'est le feedback de mon client. La bonne nouvelle, c'est que le feedback, on n'est pas obligé de l'accepter. C'est son retour, et j'en fais ce que je veux. C'est-à-dire, si j'estime que livrer mon client en 48 heures comme il le demande est une bonne chose, qu'il y a une attente, que c'est légitime et que ça peut plaire à d'autres clients, alors j'ai tout intérêt à changer mon organisation pour être capable de m'adapter et de répondre à cette exigence. Ok, je prends le feedback. Mais à l'inverse, je peux très bien dire, si je livre en 48 heures, je ne peux pas garantir la qualité des produits. Je n'aurai pas assez de temps pour les faire contrôler. Donc, je suis en risque. Donc, ça ne peut pas s'adapter à mon activité. OK, je ne prends pas. Vous entendez le feedback, vous l'accueillez, vous remerciez toujours, vous ne prenez pas. C'est vous qui décidez. Et attention à ne pas être sur la défensive. C'est-à-dire, mon client me fait une remarque et moi, je vais me défendre en disant, mais si, ok, je n'ai pas livré en 48 heures, mais si, c'est bien ce que j'ai fait, il n'y avait pas le choix, c'est bon pour vous. Le client, il sait ce qu'il veut, il a ses attentes, il a sa représentation du monde. Ok, j'accueille ce qu'il me dit, je remercie, je prends, je ne prends pas. Mais c'est essentiel d'aller faire cette démarche, sinon cette information, vous ne l'aurez pas. Okay, et on peut même étendre cette démarche. Alors moi, je vous ai dit dans les cas où ça ne s'est pas passé comme on voudrait, mais on peut même étendre cette démarche à tous les clients, quelle que soit l'issue de ma prestation, et même à mes prospects. Pourquoi? Tout d'abord, vous allez montrer la considération à vos clients. Ok, ça s'est bien passé, j'ai livré en temps voulu, la marchandise était ok. Est-ce que tu es satisfait? Est-ce que tu verrais quelque chose que je pourrais faire différemment? Non, non, c'est très bien, nickel. Ok, comme ça, vous connaissez vos points forts. C'est autant d'atouts sur lesquels vous appuyez pour la suite. Et puis, vous pouvez même avoir de bonnes surprises. Parfois, on demande à un client comment ça s'est passé, qu'est-ce que tu en as pensé? Le client peut vous indiquer des points positifs parce que souvent, vous savez, c'est dans la nature humaine, on va se focaliser beaucoup sur le négatif. Mais il y a le positif aussi. Une anecdote, avant le Covid, je m'entraînais avec un coach sportif et à l'époque, il avait lancé son site internet avec des podcasts, des vidéos, etc. Et il m'a dit, bah, tiens, je t'enverrai le lien, tu regarderas et puis tu pourras me dire ce qui ne va pas. Alors, moi, réflexe de coach, je lui dis,
Ouais, mais bon, je peux aussi te dire ce qui est bien. Ah ouais, c'est vrai. On l'envisage même pas en fait. Et encore autre chose, quand bien même tout se serait très bien passé, votre client peut vous faire une suggestion à laquelle vous n'aurez pas pensé. Parce que quand on est le nez dans le guidon et qu'on doit gérer son entreprise et qu'on doit avancer, si les choses se déroulent plutôt bien, on est dans l'idée, jusqu'à présent, ça a toujours très bien fonctionné, je ne vois pas pourquoi je changerais, ça fonctionne très bien comme ça. Ouais, mais on sait très bien aussi qu'il faut savoir ce qui se passe ailleurs pour pouvoir s'adapter et être réactif. Et en outre, votre client, avant de faire appel à vous, il a probablement contacté d'autres prestataires, d'autres fournisseurs potentiels. Donc lui, il a l'information de ce qui se passe par ailleurs. Donc il peut très bien vous donner une information sur vos concurrents que vous n'auriez pas eu par vous-même. Donc, pour reprendre le processus, la croyance qui m'entraîne, qui me fait avancer, travailler, qui me fait lancer mon activité, agir dans la réalité, interpréter mon raisonnement. Et au passage, quand j'interprète en me disant j'ai le potentiel, je peux y arriver, et il y a probablement une autre manière de faire et je vais trouver comment améliorer, au passage, je prends du feedback et je continue. Et vous voyez, la croyance est essentielle et c'est une forme d'optimisme. Le pessimiste va avoir une croyance faible, ne va pas vraiment s'investir dans son projet, la croyance n'est pas énorme, il va interpréter en disant, de toute façon, je vous l'avais dit, ça ne pouvait pas marcher, puis il va s'arrêter là. L'optimiste, la croyance, forte motivation, le résultat n'est pas à la hauteur des attentes, mais je pense que j'ai le potentiel, je prends du feedback et il continue, et ainsi de suite. Mais là, il continue, la performance, mais elle n'est toujours pas aussi bonne. Alors il continue, il progresse, jusqu'à atteindre son objectif. Il faut bien voir une chose, c'est qu'on n'est pas, on est dans, on est dans une spirale ascendante vers le succès. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous voyez bien, ouais, c'est bien. Allez. Donc, j'essaie, je tente quelque chose. Ah, je fais une erreur, ça ne se passe pas super bien. Bon, ok, mais j'ai appris. Alors, je recommence. J'y vais, j'avance, je progresse et un échec, je me plante. Bon, d'accord, ok. Alors là, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ok. Une spirale ascendante vers le succès. C'est le processus, c'est normal de continuer, d'avoir l'optimisme et de continuer. J'interprète, je crois que c'est possible, je prends du feedback, etc. Un perfectionniste, lui, c'est j'ai un projet, j'ai prévu comment ça devait se passer et tout doit se dérouler de cette manière. J'ai un point A, je vais au point B et il ne doit y avoir aucune anicroche. C'est comme ça, c'est le chemin et c'est pas autrement. Sauf que quand on est dans ce schéma-là, on est tellement focalisé sur le processus qu'on a envisagé à la base et qu'on n'est pas capable d'être flexible. Et on sait très bien qu'en tant qu'entrepreneur, on doit être capable de s'adapter, on est capable d'être créatif, d'avoir une certaine originalité. Donc, retenez, spirale ascendante vers le succès, on fait des échecs, enfin, on a des échecs, on fait des erreurs et petit à petit, on progresse. C'est normal, c'est comme ça que tout le monde fonctionne. Donc, vous pouvez vous dire, ouais, c'est bien joli le raisonnement de j'interprète, j'ai le potentiel et je vais trouver l'optimisme. Mais moi, ce n'est pas du tout ma manière de penser. Je ne fonctionne pas comme ça. Ce n'est pas naturel. OK, ce n'est pas encore naturel. Alors là, je vous présente, vous excuserez mes faibles talents de dessinateur. Vous l'avez peut-être reconnu, c'est un neurone. Ah ouais. Ce n'est pas un autoportrait, quoi. Ou alors, je ne suis pas vu de long. Donc là, les dendrites, l'axone, les synapses. Donc le neurone qui fait partie de notre processus de raisonnement. Et les neurones, en fait, organisent des autoroutes de l'information. Les neurones sont connectés entre eux. Là, j'ai la synapse connectée à la dendrite d'un autre neurone, et ainsi de suite. Qui lui-même est connecté, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Okay. Et quand on prend l'habitude de raisonner, comme je vous l'ai dit, avec l'interprétation qu'on a évoquée, on va créer des chemins neuronaux. C'est-à-dire qu'on va organiser nos neurones de telle manière qu'ils créent des chemins. Et ces chemins, en fait, le long de ces chemins, vous avez l'influx électrique qui passe et c'est l'information qui circule. Imaginez une étendue verte, une énorme pelouse, et puis vous marchez. Vous passez une fois, donc vous écrasez un peu l'herbe. Et puis au même endroit, d'autres personnes marchent et l'herbe est un peu
peu plus écrasé. Et puis, on voit la terre, ça fait un tout petit sentier. Après, un chemin, après une route, après une autoroute. Pourquoi? Plus on raisonne d'une certaine manière et plus on acquiert le raisonnement qui devient quasi automatique, qui presque fait partie de nous. Je parle par expérience, ce n'était pas du tout dans ma nature d'interpréter en disant bon, mais qu'est-ce que je peux en faire de cette situation, qu'est-ce que j'ai appris, mais c'est comme ça que j'ai intégré. On crée des chemins neuronaux. On peut, alors je reprends un terme un peu PNL, on peut se programmer pour interpréter d'une certaine manière. Et avec cette interprétation, on rejoint l'idée que j'ai évoquée au début d'un système immunitaire fort. On est beaucoup moins affecté par les échecs, on encaisse, mais l'impact n'est pas énorme, et on continue. Donc, c'est ce qu'on appelle la neuroplasticité du cerveau. Alors, je vais vous parler maintenant de James Stockdale et de ce qu'on a appelé le Stockdale Paradox. James Stockdale était pilote de chasse pendant la guerre du Vietnam et il a été fait prisonnier. Il était le plus haut gradé parmi les prisonniers. Il était commandant et il s'en est sorti après 7 ans dans les geôles nord-vietnamiennes, dans des conditions extrêmement difficiles. Je vous passe les détails. Bon. Il s'en est sorti. Et quand on lui a demandé qu'est-ce qui fait que certains parmi les prisonniers s'en sont sortis et d'autres pas, quels sont ceux qui ne s'en sont pas sortis? Et là, il dit, c'est très simple, les optimistes. Alors là, vous vous dites, ah non, je ne comprends pas. Depuis tout à l'heure, on parle de croyance et d'optimisme. Et puis là, tu nous dis que ce sont les optimistes qui ne s'en sont pas sortis. C'est exact, mais on va nuancer. Ce qu'il explique, c'est que parmi les prisonniers, certains se disaient, bon allez, j'y crois, à Noël, je serai sorti. Mais Noël passait, ils étaient toujours prisonniers. Bon, allez, à Pâques même. Et Pâques passait, ils étaient toujours prisonniers. Pareil pour Thanksgiving, Noël, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et quand, à chaque fois qu'ils avaient cet espoir de sortir à une date précise et que ça ne se produisait pas, ça engendrait du découragement et donc de l'abandon. Et donc, ils n'avaient plus la croyance, plus l'envie d'essayer de tenir jusqu'au bout. James Stockdale explique, ceux qui s'en sont sortis, c'est ceux qui se sont dit, OK, ça va être dur, je ne sais pas quand je sortirai, mais on va faire face, et j'y crois, et je vais tenir jusqu'au bout. Ce qui veut dire que l'optimisme, oui, la croyance, oui, mais il faut une dose de réalisme. Il faut tempérer la croyance par du réalisme. Un peu de pessimisme ne fait pas trop de mal, puisque ça entraîne une certaine forme de prudence. Si on est complètement dans l'optimisme, on peut louper des choses, on peut être tellement enthousiaste qu'on n'est pas assez prudent. C'est pour ça qu'il faut tempérer l'optimisme avec une part de réalisme. Dans le cas de ces prisonniers, il faut bien voir une chose. Déjà, est-ce que c'était réaliste de dire Pâques, Noël? Ils ne savaient pas combien de temps, en général, les gens étaient détenus. Et puis surtout, leur libération ne dépendait pas d'eux. Ils pouvaient très bien croire que ça allait se produire d'ici Noël, ça dépendait de leur geôlier. Et c'est pour ça que quand vous fixez un objectif de chiffre d'affaires, il faut nuancer. Si par exemple, soyons ambitieux, vous vous dites, je veux un chiffre d'affaires d'1 million d'euros dans 3 ans. OK, soit. Mais posez-vous la question, est-ce que c'est réaliste? Est-ce que dans mon secteur d'activité, d'autres entreprises s'en approchent ou arrivent à le faire? Première chose. Et deuxième chose, dites-vous bien que quel que soit le chiffre d'affaires que vous fixez, vous ne maîtrisez pas tout. Il y a des facteurs qui ne dépendent pas de votre action, ça ne dépend pas de votre travail. La conjoncture économique, ce n'est pas vous. La situation financière de votre client, ce n'est pas vous non plus. La concurrence, ce n'est pas vous non plus. Le feeling, vous savez, tout ce qui est la relation interpersonnelle, le lien qu'on peut créer, ce n'est pas vous qui le maîtrisez. Donc, c'est pour ça que quand vous fixez un objectif de chiffre d'affaires, et je sais bien que quand on fait un business plan, que les banques demandent une clarté sur le projet, OK, on fixe un objectif, mais il faut nuancer et savoir qu'il y a un champ sur lequel on peut agir et qu'il y a un certain nombre d'éléments qui ne dépendent pas de nous. Il faut quand même se fixer un objectif, je dirais, vraiment minimal, parce que admettons qu'on agit, on lance des actions, des stratégies et qu'on a 0 client, on n'a rien, là, on peut quand même se poser des questions pour faire différemment. Non, on peut se fixer un objectif de chiffre d'affaires, mais avoir à l'esprit qu'il y a une marge de manœuvre, OK? Qu'on ne va pas être forcément, même peut-être pas dans l'intervalle qu'on a envisagé. OK? Ça répond à votre question?
Ouais. Enfin, c'est quelque chose qui me pose toujours vraiment question, de fixer des chiffres à 6 mois, C'est... 1 an, etc. Et Ouais. finalement, c'est rien. Ça, c'est... Comment ça s'appelle, ça? Non, comment ça s'appelle? Une croyance. C'est une croyance. Enfin, il n'y a pas... Oui, mais du coup, je ne suis pas dessus. Si je me dis ça. Ah ouais. Et finalement, On pourra en reparler après de la... pas fixer ça, réception. On n'entend pas. Il faut avoir quand même un ordre d'idée. Il faut savoir à peu près où on va, ne serait-ce que pour ajuster le tir. Mais être conscient que si on n'atteint pas l'objectif, OK. Tout un tas de facteurs, pas de panique, c'est le début, il y a des choses que je ne maîtrise pas, OK. Après, normalement, quand on vous demande un chiffre, bon, il y a une certaine recherche qui doit être faite. Le SWOT, qu'est-ce qui se passe sur le marché, la concurrence, la conjoncture, on peut avoir un ordre d'idée. OK, l'objectif, c'est qu'un indicateur. Dans un business plan, c'est vraiment qu'une estimation. Vous ne maîtrisez pas encore les économiques. Le Covid, personne n'a vu venir. Ça répond à votre question? OK, parfait. Alors, donc, l'optimisme, oui, mais je vais apporter 2 précisions. OK pour connaître des échecs, prendre des risques, se renforcer psychologiquement, mais il faut avoir des risques maîtrisés. Je déconseille très fortement de s'engager dans un projet qui mettrait, ce qu'on dirait en PNL, qui n'est pas écologique, ce qui mettrait en péril votre sécurité financière, votre situation familiale, votre santé, par exemple. Après, il y a d'autres critères. Mais il y a des fondamentaux que vous devez préserver. La croyance, l'optimisme, oui, mais dans la sécurité. Et si jamais le projet ne fonctionne pas, OK, ça arrive. Parfois, il vaut mieux arrêter. On fait une pause. On reprendra plus tard. Ne vous mettez pas en danger inutilement. Alors, bon, je suis expert comptable, s'il y a des problèmes de trésorerie, on peut faire une analyse des comptes, on peut voir fiscalement qu'est-ce qui est possible de faire. Désolé, réflexe professionnel. Mais encore une fois, des risques maîtrisés. Il y a des fondamentaux qui sont préservés. Et encore autre chose très importante. On a parlé d'échecs, on a parlé d'erreurs, soit. Et on sait que ça fait partie du processus d'apprentissage. Et très important, ce n'est pas le problème de vos clients. Vis-à-vis de vos clients, vous honorez vos engagements. L'apprentissage, ça c'est pour vous. J'ai livré des marchandises à mon client. La moitié des produits sont défectueux. Ce n'est pas le problème de mon client. Je lui fais un avoir, la perte elle est pour moi et c'est comme ça que j'apprends. C'est important de montrer qu'on peut vous faire confiance. Le client vous dit, OK, il a créé sa société, mais s'il y a quoi que ce soit, il assume. Donc, je suis en sécurité. OK? Alors, ça nous amène à la formule du succès selon Tal Ben-Shahar. Alors, en anglais, excusez-moi, avec le pauvre accent que j'ai, optimism, passion and hard work. De l'optimisme, de la passion, il faut aimer, il faut prendre du plaisir dans ce qu'on fait et beaucoup de travail. Rien ne remplace une grande quantité de travail. Thomas Jefferson, donc le 3e président des États-Unis, disait « Je crois beaucoup dans la chance, parce que la chance joue un rôle aussi, mais je crois beaucoup dans la chance. Plus je travaille, plus j'ai de chance. » Et c'est très important de s'investir dans son boulot, on le sait, mais attention, c'est important d'avoir aussi des à côté, d'avoir des hobbies, des moments de respiration, pour avoir un équilibre. JP Morgan disait « Je peux faire le travail d'une année en 9 mois, mais pas en 12. » Besoin donc d'avoir ces à côté qui vous permettent de vous régénérer. Oui. Il y a une question? Je n'ai pas entendu la fin. Ah, d'accord. Autant pour moi. OK, ça, c'est la première partie. Maintenant, on va voir quelques techniques que moi-même j'utilise de ce que j'appelle de renforcement mental. Première chose, ce n'est pas grand-chose, c'est des petites choses. Je trouve ça quand même utile et je suis content de vous le partager. Première chose, il y a des moments, et surtout on connaît ça quand on lance son entreprise, il y a un peu d'isolement, parfois on a du mal à trouver des clients, on se sent un peu découragé, on ne sait pas vraiment quoi faire. Dans ces moments-là, il faut tout de suite casser la rumination si on commence à se dire non, je n'y arriverai pas, c'est dur, qu'est-ce que je peux faire? Non. Vous avez des difficultés? OK, on en a tous. Mon conseil, posez de petites actions, de toutes petites choses, mais qui vous garderont en lien avec la réalité. Par exemple, OK, tout bête, faites un post sur Facebook. Appelez un prestataire potentiel, un fournisseur qui va vous donner des informations. Appelez quelqu'un qui est dans votre secteur d'activité, que vous pouvez aider.
faites un post sur LinkedIn, faites une petite vidéo, faites un peu de networking, même si c'est virtuel. Mais encore une fois, posez de petites actions qui vont vous garder en lien avec la réalité. Et en nous, toutes ces petites actions, ça peut être autant de graines qui vont être posées, qui vont peut-être germer plus tard et donner lieu à la conclusion de client, de contrat. Vous appelez quelqu'un, vous parlez de votre activité, vous glissez au milieu de la conversation, vous proposez telle et telle prestation. Peut-être que 2 mois plus tard, cette personne vous rappelle. Au fait, il me semble que tu m'as dit que tu faisais ça. Ouais, je connais quelqu'un que ça peut intéresser. Je ne savais pas. Et donc, posez de petites actions. Première chose. Deuxième chose, ça, je pense que vous l'avez déjà entendu, mais je vais quand même en mettre une couche. Faites du sport. C'est extrêmement important. Tout d'abord, quand on fait du sport, donc on sécrète des hormones, endorphines, sérotonine, et tout ça joue énormément sur l'humeur, sur le bien-être, ça lutte contre la dépression, contre l'anxiété. Et c'est même prescrit dans les pays scandinaves, par exemple, de faire 3 fois par semaine, entre 30 et 45 minutes, d'un sport d'endurance. Ça fait partie du traitement. Ça peut même remplacer, d'après les études, 3 fois 30 à 45 minutes de sport par semaine, ça peut remplacer des antidépresseurs. Donc, pour le bien-être, le sport. En plus, ça crée un cadre, ça crée une discipline, ça fait beaucoup de bien. En outre, vos muscles seront plus énergiques, vous aurez plus d'énergie dans votre activité. Donc, ça fait du bien au niveau de l'humeur, ça fait du bien au niveau du corps, mais ça fait aussi du bien aux capacités intellectuelles. Quand vous faites du sport, vous sécrétez une protéine qui s'appelle facteur neurotrophique issu du cerveau. Et cette protéine a pour effet de créer de nouveaux neurones et d'allonger ceux qui existent déjà. Ça augmente la mémoire à long terme. Et en outre, le sport provoque un afflux de sang dans le cerveau qui permet de rendre donc l'activité du cerveau plus rapide et de mieux traiter les situations complexes. Donc le sport, bon pour l'intellect, bon pour le corps, bon pour l'humeur. Voilà, comme vous savez ce qu'il vous reste à faire. Attention à un principe de prudence. Alors, en comptabilité, on a 10 principes de base, donc notamment le principe de prudence. Si vous n'avez pas fait de sport depuis longtemps, allez voir votre médecin pour lui en parler. Deuxième chose, quand vous faites du sport et que vous sentez une petite douleur, vous arrêtez avant que ça s'aggrave et vous allez voir votre médecin. J'en sais quelque chose. Voilà, ça s'arrête là. Ah, une question? Ok, ça marche. Non? Bon, sinon, après... Autre technique, générer des émotions positives. Il y a une psychologue américaine qui s'appelle Barbara Fredrickson qui a fait une étude pour montrer que l'importance des émotions positives dans le bien-être, dans la satisfaction de la vie, etc. etc. Mais elle a déterminé un ratio de 3 pour 1. C'est-à-dire 3 émotions positives pour une émotion négative. Et pour susciter de la positivité, des émotions positives dans la journée, il y a plein de petites techniques, donc je vais vous en dire quelques-unes. Mais avant ça, je vais quand même vous donner une précision sur les émotions négatives. Parce qu'on pense beaucoup, ouais, il faut être dans le positif, les émotions positives, mais les émotions négatives sont aussi utiles. Tout dépend du contexte. Si vous êtes au bord d'une falaise, je pense que la peur, qui est un sentiment perçu comme négatif, ne sera pas inutile. Face au danger, la peur va vous permettre d'identifier le danger et de pouvoir réagir. Autre émotion négative, entre guillemets, la colère. Soit. Mais quand on est face à une injustice, parfois la colère peut se justifier et peut nous donner envie d'agir pour lutter contre cette injustice. Donc encore une fois, tout dépend du contexte. Mais maintenant, dans un contexte entrepreneurial, on va mettre l'accent sur les émotions positives. Il y a plein de petites manières de le faire. Alors, c'est tout simple. Se remémorer des moments agréables, faire de petites actions altruistes auprès d'autrui, tout simplement. Altruiste auprès d'autrui, ok, bien joué. Avoir des hobbies et consacrer un peu de temps. Se connecter aux autres, avoir des discussions agréables avec des gens qu'on aime bien, ou des gens qu'on ne connaît pas encore. Alors Barbara Fredrickson dit se connecter à la nature, ce sera moins facile à Paris. Bon, ça existe. Se faire des petits plaisirs, mais tout simple. Manger quelque chose qu'on aime bien. Une petite gourmandise qui va nous donner du plaisir. Ça peut être aussi écouter un humoriste, écouter une chanson qu'on aime bien. Toutes ces petites techniques sont à utiliser dans la journée, de temps en temps, pour susciter du plaisir, de la positivité. Il m'arrive de penser à des souvenirs agréables.
d'écouter de la musique que j'aime bien, toutes ces petites choses. J'évite les pâtisseries, mais bon, ok. Et encore une autre chose, une autre technique, on va s'y arrêter un peu plus, c'est la visualisation. La visualisation, ça peut être dans le passé, dans le futur. Dans le passé, c'est quoi? Il arrive que, je pense pour tout le monde, on a eu des moments difficiles, vie personnelle, vie professionnelle, et on se dit, oh, putain, pourquoi ça s'est passé comme ça? Oh là là, si j'avais pas dit ça, et si j'avais pas fait ça, et pourquoi ça s'est mal passé? Ok. Dans ce cas, on peut rejouer la scène dans notre esprit et s'amuser à changer le scénario. Et en changeant le scénario, on va changer l'impact de ce souvenir dans notre cerveau. Si je pense que une négociation s'est mal passée avec un client parce qu'à un moment, il m'a posé une question et j'ai dit une réponse qui était complètement à côté de la plaque, ok, je vais y repenser. Je vais me dire, bon, mais qu'est-ce que j'aurais dû ou pu dire à la place à ce moment-là? Et je vais me refaire le film. Et ça va diminuer l'impact de ce souvenir. En PNL, sans entrer dans le détail, on a un protocole comme ça qui s'appelle le changement d'histoire. On a des événements difficiles dans notre vie et on va les revivre, mais en étant doté des ressources nécessaires pour faire face. Et en faisant cela, on va donc changer l'image, le scénario tel qu'on l'a intégré dans notre esprit pour le remplacer par quelque chose de plus positif. Maintenant, la visualisation, ça peut être aussi dans le futur. Ça, c'est aussi une technique que j'utilise. Se visualiser en train de réussir. Par exemple, vous imaginez que votre entreprise s'est bien développée et que vous démarchez une grande entreprise. Vous êtes dans la salle de réunion, vous avez une dizaine de personnes face à vous, vous faites votre présentation et ces personnes vous posent des questions et vous y répondez efficacement et votre prestation, votre tenue, votre prestance, tout ça correspond à ce à quoi vous voudriez arriver. Eh bien, faites-en la visualisation. Important. Pourquoi? Tout d'abord parce que du fait des neurones miroirs, on va se sentir mieux. Les neurones miroirs, ce sont en fait des neurones dans le cerveau qui vont s'activer quand on voit quelqu'un faire quelque chose. C'est-à-dire, si moi je vois quelqu'un lever le bras, ça va activer une partie de mon cerveau, enfin la partie de mon cerveau qui est responsable du mouvement, c'est comme si moi je le faisais. Okay? Par exemple, on a fait une expérience avec des violonistes, on a comparé une équipe de violonistes qui s'entraînent, mettons, 2 heures par jour, un autre groupe de violonistes qui ne fait que de la visualisation. Eh bien, on s'est rendu compte que ceux qui ne faisaient que de la visualisation, en 5 jours, étaient au niveau de ceux qui pratiquaient, enfin, à leur niveau tel qu'il était au 3e jour. Donc, c'est comme si on le faisait, en fait. Visualiser, c'est comme si on apprenait. D'accord? Donc, c'est aussi comme si on ressentait. Quand on va au cinéma, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai du mal à être indifférent à ce que peut ressentir l'un des personnages. Okay? Et pourquoi? Parce que quand je vois quelqu'un être heureux, souffrir, avoir la tristesse, ça va activer les neurones miroirs dans mon cerveau. Et donc, ça va activer la partie du cerveau qui va ressentir la même chose. Okay. Donc, quand je vois quelque chose, ça va me donner la même sensation, le même ressenti. Donc, si je me vois en train de réussir et que je suis heureux et à l'aise, en pleine possession des moyens, quand bien même ce serait fictif, c'est dans le futur, mais comme je le vois, avec les neurones miroirs, c'est comme si j'allais le ressentir au moment présent. Cette visualisation est pour moi, en tout cas, une technique qui fait beaucoup de bien. Qui fait non seulement beaucoup de bien, mais qui est aussi très intéressant du point de vue, entre guillemets, de stratégie. Pourquoi? Parce que vous visualisez en train de réussir. Okay? Et là, ça vaut la peine de vous dire, tiens, quand j'aurai réussi, ou quelqu'un qui réussit, comment il fonctionne? Alors, comment il se tient? Okay, comment il parle? Quel est son argumentaire au niveau de son produit? Quelle est la technique qu'il emploie? Okay? Finalement, en vous visualisant en train de réussir, ça va vous donner une idée de comment faire pour atteindre cet objectif. Qu'est-ce que vous pouvez changer dans votre manière de faire, dans votre manière de communiquer, dans la structure de votre offre, dans la nature de votre produit. Et en fait, c'est ce qu'on appelle le cadre du comme si, très utilisé en coaching. Bon, ok, vous n'avez pas encore réussi à développer votre entreprise, ça c'est en séance. Vous avez des difficultés, etc., etc. Votre objectif, il est de temps, vous êtes à tel niveau, bon, d'accord. Mais alors, faisons comme si vous aviez déjà réussi. Qu'est-ce qui serait différent par rapport à aujourd'hui?
et vous expliquez votre manière de faire, et votre coach vous dit, OK, est-ce que vous pouvez le faire maintenant dans le présent, puisque ça marche, puisque vous envisagez que ça va marcher. Il y a quelqu'un qui a utilisé cette technique. Alors, bon, ce n'est pas forcément la référence la plus crédible et je ne suis pas sûr qu'en termes de philosophie, ce soit le meilleur, mais c'est quand même quelqu'un qui est très intéressant, c'est Jean-Claude Van Damme. Il est parti aux États-Unis, okay, il voulait être une star. C'était son objectif. Au début, il a galéré. Il dormait dans sa voiture, bon, il faisait les sorties de boîte de nuit, la sécurité, mais il se comportait comme s'il était une star. Les gens qui le voyaient se disaient, mais c'est une star. Et en ayant ce comportement, il était beaucoup plus crédible et effectivement, il est devenu une star. Bon, il n'a pas encore eu l'Oscar, mais au moins, il est quand même très connu. Maintenant, dernière partie. Ah, une question, oui, bien sûr. Si les neuromiroirs sont liés à l'empathie. Ouais. Est-ce que je peux répéter les questions? Ah, d'accord. Question, est-ce que les neuromiroirs sont liés à l'empathie? Oui. Si je vois quelqu'un être triste, il est très probable que je me sente triste aussi. Une partie de mon cerveau va réfléchir ce que l'autre me montre. Donc, ouais. D'autres questions? Non, pas pour l'instant. OK. Bon. Maintenant, dernière chose, mais beau lapsus, on va voir la chance. Comment avoir de la chance? Parce que là, a priori, on va se dire, ouais, non, la chance, c'est justement tout ce que je ne maîtrise pas. Alors je ne vois pas du tout comment je pourrais la provoquer. Oui. Justement, il faut la provoquer, il faut la voir. Ouais. Donc, le père, il est à moitié vide ou à moitié plein? Ouais. Enfin, en tout cas, s'il est vide, au moins, il est plein d'air. C'est ça. Et au moins, on peut respirer sans masque. Voilà. Bon, on va quand même voir qu'il est possible de créer sa propre chance. On va travailler, on va voir les travaux d'un professeur de psychologie anglais qui s'appelle Richard Wiseman et qui a écrit un livre qui s'appelle The Luck Factor, facteur chance. Il s'est intéressé à la chance et pour ce faire, il a publié une annonce demandant à des gens qui se considéraient comme particulièrement chanceux ou malchanceux de se manifester. Donc, il a pu avoir un panel de 400 personnes de 18 à 84 ans, tous les âges, toutes les professions. Et donc, il leur a fait passer des tests, il a fait des entretiens, il leur a demandé de tenir un journal et il a analysé qu'est-ce qui faisait la différence. Tout d'abord, excusez-moi, OK. Il s'est rendu compte qu'avoir de la chance, ce n'était pas uniquement le fait du hasard. Il y a 3 manières de provoquer, d'avoir de la chance. Première manière, casser la routine. Okay. Il donne 2 exemples. Par exemple, un des participants de l'expérience du panel disait qu'à chaque fois qu'il y avait une décision importante à prendre, et ben, quand il se rendait au travail, il prenait une autre route exprès. Ou alors, quelqu'un se disait, moi, à chaque fois que j'ai une soirée, je parle au même type de personnes, alors pour rendre la chose plus fun, et ben, je vais me fixer, je vais dire, voilà, je parle qu'aux femmes habillées en rouge et aux hommes habillés en noir. Ce qui l'oblige à aller voir des personnes qui ne seraient pas allées voir spontanément. Ça l'oblige, encore une fois, à casser la routine. C'est comme si vous deviez cueillir des pommes dans un verger. Okay, si vous prenez toujours le même chemin, bon, ok, vous passez en chemin, vous cueillez des pommes, il y en a plein, vous remplissez votre panier, et vous passez, vous cueillez les pommes, mais au bout d'un certain temps, il n'y a plus de pommes. Sur le chemin que vous prenez, vous avez déjà tout pris. Et la seule manière d'en trouver d'autres, c'est de prendre d'autres chemins, de passer par d'autres endroits. Donc, premier conseil, cassez la routine. Faites les choses que vous ne faites pas d'habitude, juste pour voir ce que ça donne. Deuxième chose, le culot. Okay, c'est sortir de sa zone de confort, mais c'est aussi casser les codes, faire les choses un peu, repousser les limites, faire les choses telles qu'on ne les fait pas normalement, mais on tente quand même le coup parce qu'on se dit il y a quand même quelque chose à en faire. 2 exemples. Premier exemple, donc, qui est cité par Richard Wiseman, il y a un homme à New York qui a créé une grande chaîne de bijouterie qui, à l'âge de la retraite, qui voudrait la vendre. Il passe devant un hôtel et il entend une femme crier « Monsieur Buffett !» Il se dit « Quoi ? Buffett comme Warren Buffett ?» Il se retourne et dit « Ah oui, c'est lui. » Il se dit « Bon, allez,
j'ai rien à perdre, j'y vais. Il va le voir, il lui parle de son business. Il dit voilà, je voudrais le vendre. Et 1 an plus tard, Buffett rachète son groupe de bijouterie. Uniquement parce qu'il allait au culot et que ce n'était pas gagné d'avance, mais ok, si j'essaye pas, ça ne le fera pas. Un autre exemple plus proche, j'ai quelqu'un dans mon entourage qui dirige une société. Et puis il se dit, ouais, avec le Covid et avec toutes les subventions, moi je voudrais investir, je lance un nouveau produit, il y a peut-être quelque chose à faire. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est simple, il a écrit une lettre à la ministre de l'Industrie. Je ne vous cache pas que quand il m'a dit ça, je me suis dit, mais tout a eu l'idée que je fais. Écoute, c'était simple, hein, pourquoi je me prends la tête? Allez, on y va, quoi. Ah ouais. Résultat, il a été reçu par un membre de son cabinet. Et ces personnes l'ont mis en contact avec d'autres personnes, avec les chambres de commerce, avec la BPI. Donc au final, il y a une vingtaine d'interlocuteurs. Et quelques mois après, il décrochait 3 subventions. Uniquement parce qu'il a eu le culot d'écrire directement à la ministre et ça a marché. Donc parfois, il ne faut pas hésiter à casser les codes. Autre chose, dernier point, c'est l'état dans lequel se trouvent les gens qui sont chanceux. Richard Wiseman a fait l'expérience suivante. Il a pris donc un groupe de volontaires et il leur a donné un journal. Il leur a demandé de compter le plus rapidement possible le nombre de photos dans ce journal. Les gens malchanceux mettaient environ 2 minutes. Les gens chanceux mettaient quelques secondes. Pourquoi? Pas parce qu'ils tournent les pages plus vite, mais parce que dans la 2e page du journal, il y avait un encart qui prenait la moitié de la page avec des lettres écrites en gros, avec des lettres vraiment visibles, qui disaient « Il y a dans ce journal 43 photos, vous pouvez arrêter de compter. » Okay? Et pour le plaisir, il a même mis un encart aussi grand au milieu du journal disant « Si vous voyez cet encart, arrêtez de compter, allez voir le responsable de l'expérience et gagnez $250. » Et encore une fois, les gens malchanceux sont passés à côté. Pourquoi? Il explique que les malchanceux sont en général beaucoup plus tendus et anxieux que les gens qui ont de la chance. Et étant anxieux, ayant une telle inquiétude de ne pas atteindre l'objectif, ils sont focalisés complètement sur l'objectif qu'on leur a assigné. Mais comme ils sont à ce point focalisés, ils n'arrivent pas à voir les opportunités qu'il y a autour. Par exemple, il a fait une expérience. Il y avait un écran d'ordinateur et donc les participants devaient suivre le point qui se déplaçait au milieu de l'écran. Et de temps en temps, il y avait des points plus gros qui apparaissaient sur le bord de l'écran. Les gens chanceux ou malchanceux, les gens en général, on oublie chanceux ou malchanceux, les gens arrivaient à voir les points qui apparaissaient aux extrémités. Il refait l'expérience, mais cette fois, il donne une récompense financière importante si on arrive à bien fixer le point du milieu et à pas le quitter des yeux. Mais là, 1/3 des participants n'a pas vu les points sur les bords de l'écran. Parce que avoir mis une récompense, ça a mis un enjeu, ça a créé de la tension et donc ça a créé ça fait comme un effet tunnel. Je suis tellement focalisé sur mon objectif que je ne vois pas ce qu'il y a autour. Et dans ces cas-là, c'est dommage. Par exemple, il y a des gens qui vont dans des soirées parce que ils veulent se trouver quelqu'un pour faire leur vie et donc ils vont avec uniquement cet objectif de trouver le partenaire parfait. Mais ils se privent de la possibilité de trouver des personnes qui, sans être le partenaire parfait, seront peut-être des bons amis. Ou alors, ils sont tellement focalisés sur un type d'emploi, un job qu'ils cherchent, qu'ils ne voient pas les opportunités à côté. Et pour lutter contre ça, pour être plus détendu, pour voir l'ensemble et repérer les opportunités, il est important de revenir à ce qu'on a vu avant, les émotions positives. Les émotions positives permettent d'être plus relâché, plus détendu et d'avoir une plus grande vision. Par exemple, il y a une expérience qui a été faite dans l'université de Brandeis en 2006. On a présenté aux participants un diaporama. Chaque diapo avait 3 photos. Donc une aux extrémités, au centre et 2 aux extrémités. Et on a divisé donc les participants en 2 groupes.
Et à un groupe, on a créé une émotion positive, vous allez voir, pas grand-chose, en leur donnant, avant l'expérience, un petit paquet de chocolat. Okay, mais on a créé une émotion positive. Avec une caméra, donc quand on montrait aux participants les diapositives, la caméra analysait le mouvement des yeux. Et les gens qui avaient reçu le petit paquet de chocolat, et donc qui avaient eu une émotion positive, avaient les yeux qui allaient beaucoup plus sur les côtés que ceux du groupe témoin. Le fait d'être relâché, d'être détendu, d'avoir une émotion positive, de se sentir bien, permet de repérer les opportunités, d'avoir une vision plus large. Si vous observez les boxeurs ou les compétitions de karaté, vous verrez que les combattants sont très détendus, très relâchés, ce qui leur permet d'aller très vite, d'avoir une grande vision de ce qui se passe face à eux. Si vous êtes vraiment focalisé sur quelque chose, vous allez complètement louper ce qui se passe autour. Et être détendu, c'est important parce que ça donne de la flexibilité. Flexibilité, donc c'est s'adapter. C'est voir les opportunités qu'il y a en dehors de ce que j'avais prévu. Un exemple de flexibilité, dans les années 80, Richard Branson a créé Virgin Atlantic, la compagnie aérienne. Et donc, comme il était une menace pour British Airways, en 1986, a lancé une opération spéciale, 5200 billets gratuits de New York vers Londres. Vraiment une offensive massive. Réponse de Virgin, ils ont fait une pub. Ils ont dit, nous vous avons toujours encouragé à voyager au prix le plus bas. Alors, le 10 juin, nous vous encourageons à voyager avec British Airways pour aller vers Londres. Et avec cette campagne de publicité, ils ont réussi à en fait avoir le maximum d'attention parce que les médias ont parlé davantage de cette publicité un peu impertinente mais bien pensée plutôt que l'opération de British Airways. L'importance de la flexibilité, l'importance de s'adapter et de susciter de la créativité. En PNL, il y a des protocoles pour ça, ce qu'on appelle la technique de Walt Disney, et qui est une manière finalement d'être créatif et de susciter des idées qu'on n'aurait pas eues spontanément. Pour conclure, je vais vous raconter l'histoire d'un homme qui a beaucoup échoué. C'est un Américain. Donc, c'est une histoire vraie. À 22 ans, il perd son job. Il est viré. Bon, à 23 ans, il n'a pas réussi à trouver un emploi, alors il entre en politique et il est battu aux élections législatives. À 24 ans, il estime que la politique, ce n'est pas pour lui, alors il crée son entreprise. Il échoue. À 27 ans, il fait une dépression nerveuse. À 34 ans, il se présente pour être député au Congrès américain, il est battu. À 39 ans, il se présente encore et il est battu. À 46 ans, il se présente pour être sénateur fédéral, il est encore battu. À 47 ans, il essaie de se faire nommer vice-président et il échoue. À 50 ans, il échoue encore aux élections pour être sénateur. À 51 ans, il devient le 16e président des États-Unis et cet homme, c'est Abraham Lincoln. Voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions, elles sont le bienvenues. Ah, d'accord, merci. Merci, Sophie. Si vous avez des questions... Ah. Si vous avez des questions, bah, c'est maintenant. Je serai ravi d'y répondre. Sinon, ça va être très clair et je suis ravi. Oui? Oui, bonjour, merci, c'est vraiment super. Comme je suis franco-américaine, ça me parle beaucoup. Oui, je me dis qu'il y avait quand même un petit accent, je me permets. Ah, petit, assez grand, je pense, mais merci beaucoup. Par exemple, je voudrais le nom de quelques expressions que vous avez utilisées comme le ife mayo, peut-être, l'ife quelque chose. Vous avez parlé de les enfants entre 6 et 10 ans, peut-être dans les années 50. Je vois. Alors, dans la salle, ils ont tous donné la bonne réponse, donc ça veut dire qu'ils ont suivi. C'est ce qu'on appelle l'effet Pygmalion. Oh, Pygmalion. Oui. Ah,
OK. Donc, et le deuxième, excusez-moi. Ah oui, j'avais déjà entendu parler. Et le deuxième, c'est studies. Let's see, mind body. On est en train de parler de. Il y a mind-body connection et l'expérience était. En revanche, c'est en anglais, donc là, c'est de ma faute parce que l'accent est, je pense, très, très français. Counterclockwise, c'est-à-dire? Counterclockwise, oui. Ah, voilà, c'est ça. Si c'est à ça que vous pensiez. Counterclockwise. Yeah. Je vous remercie. Et c'est super. Vraiment, merci beaucoup aujourd'hui. You're welcome. My pleasure. OK. OK. Alors, la technique Disney, on va en parler. La technique Disney, bon, ça se fait plutôt en accompagnement avec un coach, hein, parce que ça se fait en gros à deux dans l'espace. Mais le principe, c'est le suivant. Et oui, encore le paperboard. En fait, ça reprend le processus de créativité de l'équipe de Walt Disney. Donc, il y avait 3 salles. Une salle, la salle où tout est possible. C'est-à-dire, toutes les idées, même les plus folles, les plus délirantes, tout ce qui passe par la tête, était noté, affiché au mur, dessiné. C'était nos limites, c'était complètement open bar. Ensuite, il y avait une autre salle où on regarde qu'est-ce qui a été trouvé dans la première et puis on se dit, bon, qu'est-ce qu'on peut en faire? Comment ça peut s'utiliser? On va l'utiliser de telle et telle manière. Okay. Troisième étape, la prise de recul. On prend du recul, on voit ce qui a été fait, on voit si ça marche ou si ça ne marche pas, et on recommence. On va dans la salle où tout est possible, on construit quelque chose, et ainsi de suite. Alors, en PNL, c'est fictif, hein, on n'a pas 3 salles et on n'a pas Walt Disney ni Mickey, mais en revanche, dans la technique, finalement, on fait ce qu'on appelle des ancrages sur le sol. On va recréer effectivement ces 3 espaces et on va naviguer entre les 3 espaces pour vivre en quelque sorte cette expérience de créativité. Voilà pour Disney. Super, on n'a pas l'habitude de oui, faut casser, vous voyez, il faut casser l'image de l'expert comptable. Mais comme je vous l'ai dit, voilà, moi j'aime l'accompagnement, j'aime l'humain, c'est important pour moi, donc je m'intéresse aux 2 domaines. Ceci clôt notre conférence. Merci à tous et à toutes qui êtes là aujourd'hui dans la salle. Merci à vous qui avez suivi le webinaire. Bon, si vous avez des questions, vous pouvez transmettre via Estelle ou directement sur mon site internet. Merci à vous.